avons tous des croyances. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cesser d'avoir des croyances. Nous avons tous des croyances. Par exemple, moi, je crois que c'est intéressant d'étudier la physique. Je ne peux pas le démontrer, c'est ma croyance. Mais vous voyez que les croyances, c'est toujours des choses qui sont en nous. Quand je dis je crois, c'est moi qui crois. Ça vient de moi. Ce qui vous concerne, docteur? Tout à fait. Moi, j'ai commencé par être un enfant très heureux parce que je communiquais avec des êtres spirituels. Et puis, à 6 ans, je leur ai dit, laissez-moi tranquille. On me dit que je suis fou, que j'ai trop d'imagination. Et ils m'ont laissé tranquille. Et de 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le cerveau gauche. Mon histoire est la suivante. Jusqu'à 6 ans, j'étais un enfant absolument heureux, comme c'est pas possible. Parce que je passais mon temps à jouer avec des personnages que les autres ne voyaient pas. Des fées, des anges, des guides. Je m'amusais comme un fou. C'était vraiment le pied, on peut dire. Une vie merveilleuse. Puis à 6 ans, j'ai dit à tous ces amis, écoutez, j'ai trop d'ennuis à cause de vous, on me dit que j'ai trop d'imagination, que je dis n'importe quoi, laissez-moi tranquille. Ils se sont discrètement évaporés. Et le premier voyage que j'ai fait hors de mon corps, je suis arrivé sur un plan où j'ai vu tous ces êtres que j'avais quittés 18 ans plus tôt qui m'ont dit bienvenue, nous sommes heureux de t'accueillir de nouveau. Ça fait 18 ans qu'on t'attend. Un type d'imaginaire un petit peu particulier qui est ce qu'on appelle l'ami imaginaire. L'ami imaginaire, c'est le moment où l'enfant s'invente un copain, une copine, et alors il est là tout le temps. Il a un prénom, on peut le décrire, il faut lui mettre une assiette à table, il faut le coucher avec soi, etc. Il a une vie. Et ce copain, c'est un peu le rôle de l'animal familier ou doudou, c'est mon double. C'est celui à qui je me confie, c'est celui qui se confie à moi, c'est celui qui fait les bêtises à ma place, c'est pas moi, c'est lui. Hein, c'est celui qui a quelque part tous les droits aussi. Je peux mettre sur son dos plein de choses et finalement ça me permet de jouer avec la réalité, de mieux savoir qui je suis. Tout en me scindant, en fait je sais de mieux en mieux qui je suis. Je projette sur l'autre des choses de moi-même et en les projetant à l'extérieur, c'est comme si je me reconnaissais à nouveau. C'est comme si elle pouvait à nouveau m'appartenir. Bilou, il s'exprime pas directement. Louis nous raconte l'action et puis ses pensées en fait. C'est plus une projection. C'est Bilou qui fait. Bah vas-y. Allez Bilou, on t'attend. Il veut pas jouer. Il veut pas jouer? Non. Pourquoi il veut pas jouer? Parce qu'il est triste, c'est comme ça. Il veut manger, il veut faire la sieste. Un certain nombre d'éléments de sa vie de tout petit qui l'amène vers une vie de plus grand va être nourri d'expériences nouvelles qui va alimenter son imaginaire sur lequel sa pensée va s'inscrire et se développer et bien entendu va être nourri au fil du temps par les échanges avec le monde des adultes. Moi pour ma part, jusqu'à l'âge de 24 ans, j'étais très stressé. Et puis un jour, tellement j'étais stressé, j'ai dit il faut que j'apprenne autre chose. Je suis à l'Institut Monroe aux États-Unis, j'ai appris à sortir de mon corps et j'ai découvert les mondes spirituels. J'étais un jeune médecin tellement stressé que j'ai décidé d'apprendre à me détendre. Je vais à l'Institut Monroe aux États-Unis et j'apprends à relaxer mon corps physique et à voyager avec ma conscience hors du corps. My company, which I had at the time, was involved up until 1956 in very extensive network radio programs, which means dramatic programs for radio nationwide and overseas. And in 1956, we had the choice of whether we converted all the way into television. And on this one famous night, as we're in 1958, I was lying in bed on a Friday night, waiting for this vibration to end so I could go to sleep. And as I was lying there, thinking about what I was going to do the next day, while this vibration got through doing what it was supposed to do, as I was waiting for this vibration to end, and as I waited and waited and thought how nice this is going to be, suddenly I felt something bumping against my shoulder. And that, of course, is part of the history when I discovered that what I was bumping against was the ceiling of my bedroom. And that bumping turned around and I did not know where I was. Down there in the bed below me was my wife lying in bed, and beside her was a man in bed. And I says, what kind of dream is this? This is a strange dream. Whom would I think of who would be in bed with my wife? And I said, I can't resist finding out. So I moved a little closer, and then this great shock came over me because the person in bed with my wife was me. Turned around, and
establish a research and development division in my company, taking the one that we had and moved it over in this other direction to find out what's happening to me or find out something so that I in turn could have some answers for me. So it was a very selfish motivation, and in the beginning it was nothing noble or wanting to help the world or humankind, not that at all. I needed the help. I had a company that could spend R&D funds to do this, and that's how it began. Le propre des chamans, c'est qu'ils ont gardé vivante cette tradition de qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des êtres de matière destinés à mourir. Nous sommes des êtres spirituels qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Seul le corps physique peut mourir. Oui, le corps physique un jour, nous le rendons à la terre. Mais le reste de ce que nous sommes, nos émotions, nos pensées et notre conscience spirituelle, immortelle, éternelle, sans limite. Nous sommes des êtres fantastiques, merveilleux. Parce que le chamanisme apporte une vision qui est celle que nous sommes tous un. Non seulement tous les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants. Et cette notion d'unité avec tous les êtres vivants débouche aussi sur la paix avec le règne animal. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Rétablir l'harmonie avec le peuple animal ». Et je pense que c'est un sujet capital, parce que notre société s'autodétruit et détruit les forêts, fait toutes sortes de choses aberrantes à cause de l'idée fausse que les animaux sont là pour nous nourrir. Et c'est une illusion totale. Il n'y a aucune raison scientifique de manger de la viande. Chasser, c'est vivre. Et c'est ruser donc avec la mort. Parce que vivre, c'est ruser avec la mort. À deux niveaux. Il y a la pratique de la chasse elle-même, manger le gibier, l'effet de la chasse, qui nourrit l'âme ou l'esprit. Traduirez comme vous voudrez, c'est ce qu'en Tungus on appelle le kut, K-U-T. La chasse fait mourir l'animal sauvage de la forêt. Or, nous le disions, il faut que son esprit ne meure pas pour qu'il revienne à la saison prochaine. Si l'esprit de l'homme se nourrit de gibier, celui de l'animal se nourrit en échange donc de la vitalité de l'homme, jusqu'à ce que celui-ci en meure à son tour. La ruse du chasseur, qui lui donne la clé de son monde, lui-même plein de ruses, et qu'il faut discerner sans se tromper, dans un affrontement symbolique et réel constant, où tout est affaire d'interprétation. Il y a un langage de la forêt, il y a un langage du ciel, etc., qu'il faut décrypter à mesure qu'on y avance selon des codes que certains hommes connaissent mieux que d'autres. Ceux-là sont des médiateurs, des chamans, ce qui signifie ceux qui... des remueurs de pieds, littéralement. D'ailleurs, avant d'en rire ou d'en sourire, rappelez-vous que c'est le mot-clé de la Pâque. La Pessah, ça ne veut rien dire d'autre que remuer les pieds. Le propre des chamans, c'est qu'ils dansent, ils bougent, ils font vivre leur corps d'une manière à ce que les émotions ne soient plus coincées à l'intérieur. Sans non plus basculer dans les émotions qu'on déverse sur les autres. Ça, c'est la violence extériorisée. Non, on va danser, danser, danser. Ah, laisser sortir l'émotion. Oh, laisser sortir la peur. Ah. Et quand les émotions sont évacuées à travers le corps, c'est ce que tous les enfants savent faire jusqu'à 4 ans, en gros. Alors, le corps se détend, le cerveau droit s'ouvre, et nous pouvons voyager avec notre conscience. L'art du chaman, c'est d'abord de fusionner, si l'on peut dire consciemment, avec l'animalité. J'avais déjà dit qu'il n'y avait pas de frontière étanche entre les deux mondes, pour nous deux mondes, mais lui peut carrément fusionner. Il doit du coup jouer juste, non pas le rôle des animaux qu'on chasse, mais il doit jouer une grande parade érotique
avec leur esprit, esprit avec esprit. Les gestes que fait le chaman sont lisibles par le groupe dans le grand rite qui précède la chasse. C'est loin, en tout cas très loin, de ce que racontent certains au sujet d'une possession plus ou moins hystérique. Tout le monde est extrêmement conscient de ce qui se passe. Il s'agit d'une chorégraphie dont le langage est parfaitement codé. Parce qu'il faut aussi que l'autre le comprenne. Donc on ne va pas jouer le possédé, ou l'incompris, ou l'incompréhensible. On va au contraire jouer une espèce de langue de l'échange. Un code décryptable, encore une fois, par tous, au sujet d'un pacte dont tout le monde connaît, dans la société chamanique, l'enjeu. Et le voyage chamanique, c'est un monde merveilleux qui s'ouvre. Nous pouvons aller voir les êtres de la nature, les fées, les lutins, les gnomes. Nous pouvons aller rencontrer nos guides, les anges gardiens, rencontrer les habitants d'autres planètes qui vivent déjà dans une conscience beaucoup plus ouverte que la nôtre. Vous savez, nous nous croyons très malins, très intelligents avec notre intellect. Mais en réalité, nous sommes des enfants. Et il y a autour de nous des adultes. Vous n'êtes pas ufologue, mais pour autant, vous avez parlé d'autres êtres vivants ailleurs. C'est véridique, vous? C'est une évidence. Le propre des chamans, justement, c'est qu'ils peuvent voyager en dehors du temps et de l'espace. Alors, si vous voulez sur la planète Vénus, avec une fusée, il faut 3 ans. Bon. Mais avec votre conscience, vous y êtes en un millième de seconde. Donc les chamans voyagent et ils rencontrent des habitants d'autres planètes. Ça pose pas de problème. Mais beaucoup plus évolués que nous. Oui. Mais en réalité, ce sont simplement des gens d'autres dimensions, d'autres civilisations qui viennent regarder ce que nous faisons et qui nous apportent leur soutien. Ils font aussi ce qu'on appelle les crop circles, c'est-à-dire ces extraordinaires dessins dans les champs de blé ou d'autres céréales qui sont... C'est vraiment impossible que ça soit fait par des gens qui couperaient les tiges de blé, mais ce sont des symboles qui viennent nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ça ne prouve absolument pas que tous les crop circles sont d'origine humaine. Ça prouve en revanche que les autres crop circles, s'ils sont faits par des extraterrestres, s'ils existent, ont curieusement exactement les mêmes caractéristiques que les crop circles humains. Ça prouve aussi, et je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, que les soi-disant spécialistes qui savent percevoir les énergies et déterminer si un crop circle est authentique ou un simple canular n'ont en réalité aucune compétence dans le domaine, puisqu'ils sont tous tombés dans le panneau. Avec l'intellect, maintenant, on utilise Internet, mais les chamans utilisent le Internet. Avec le cerveau droit, on peut se connecter à ce qui existe. Parce que nous sommes des êtres incroyables, multidimensionnels. Donc nous pouvons apprendre avec notre conscience à voyager dans le passé, dans d'autres mondes, enfin bref. C'est dans un rêve que le chaman a d'abord su son appel. Ses compétences se sont affermies dans la pratique et la maîtrise du rêve, qui permet justement, pour tout un chacun, à l'âme, au coude, de s'éloigner du corps vivant. Et qui permet au chaman, qui en est alors un spécialiste, lui, du rêve, les rencontres, les débats, à l'issue desquels il pouvait rapporter oracles et bienfaits à ceux qui l'ont invité à célébrer le rite. Nous appelons, nous, rite, ce qui pourrait être pourtant simplement une sorte de chorégraphie convenue qui repose sur un discernement préalable. Et si elle permet une divination, parce qu'on attend du chaman quand même qu'après le rite, ils disent le temps, l'itinéraire favorable, etc. Il conduit en fait le groupe. C'est une divination qui n'instruit pas pourtant sur l'avenir, contrairement à tous nos systèmes de divination, par exemple du Proche-Orient. Elle sert, cette divination, à faire l'avenir, à le fabriquer. Il reste celui qui accède volontairement à un état, c'est là-dessus que je termine pour ce qui est du Grand Nord, à un état de dissociation de lui-même qui est volontaire. D'où les premières analyses qui en faisaient des fous. Voilà. C'est un état volontaire et maîtrisé de dissociation de lui-même. Et il sait qu'il risque gros chaque fois avec le prix de son audace à voyager dans ce monde qui est autre que celui de l'éveil. Il signifie ce danger par un masque, et par son costume, et par son tambour, mais qui fait la frontière. Mais c'est de ce monde du rêve, justement,
que les aborigènes d'Australie peignent aussi quelque chose comme le récit de leur identité ou de leur paysage. Et qu'est-ce que ça veut dire être chaman? Ça veut simplement dire avoir appris à utiliser son cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le monde du stress, c'est le monde des tensions, de la compétition, c'est le monde où la vie est difficile, où souffrir est inévitable et où on doit se battre tout le temps pour survivre. Et de 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le cerveau gauche. Parce que c'est par le cerveau droit que nous pouvons nous connecter à d'autres mondes que le monde matériel. Et le cerveau droit, c'est notre capacité comme être humain d'entrer dans le monde des chamans. Ça vient des études des années 60 du siècle dernier où on étudiait des patients qui subissaient la coupure du système des fibres qui fait parler les deux hémisphères du cerveau. Un système qui s'appelle les corps calleux. C'est une autoroute qui fait parler très rapidement. Les corps calleux, donc c'est les jonctions, quoi, en fait, finalement. Exactement. C'est ce qui va de l'un à l'autre. Entre les deux moitiés gauche et droite du cerveau. Même quand on fait ces études chez les patients avec les cerveaux, le split brain, ce qu'on appelle le cerveau divisé, on voit que, c'est une distinction simpliste. Pour être créatif, maintenant, on le sait bien, on a besoin de deux hémisphères. On a besoin des capacités de l'hémisphère gauche qui, lui, du coup, c'est vrai, il s'occupe surtout du langage. Pour parler, nous avons besoin de l'hémisphère gauche. D'autres aspects du langage, comme la prosodie, par exemple, quand nous suivons, la musique de la phrase, pour cela, on utilise aussi l'hémisphère droit. Mais pour parler, pour construire une phrase, et pour lire, par exemple, on utilise surtout l'hémisphère gauche. Dans le cerveau droit, il y a des circuits qui sont très importants pour les émotions. Ce n'est pas que dans le cerveau gauche, il n'y a rien qui traite les émotions. Ce n'est pas une distinction aussi nette comme pour le langage. Mais probablement, les circuits de l'hémisphère droit sont plus importants pour le traitement des émotions par rapport aux circuits de l'hémisphère gauche. Il y a aussi l'attention, surtout l'attention dans l'espace. Alors vous êtes justement un spécialiste des troubles de l'attention. Oui, parce qu'encore une fois, les patients qui ont des lésions de l'hémisphère droit, ils peuvent montrer un trouble malheureusement assez fréquent et très invalidant qui s'appelle négligence spatiale unilatérale. Ces patients ne prêtent plus attention à ce qui se passe dans la partie gauche de l'espace. C'est comme si la moitié gauche du monde n'existait plus pour eux. Donc ils se cognent contre la partie gauche des portes et des murs. Ils ne mangent pas de la partie gauche de l'assiette. Ils ne répondent pas quand ils sont interrogés du côté gauche, ou alors ils répondent à quelqu'un d'autre qui est du côté droit. On disait tout à l'heure que selon la croyance populaire, le caractère d'un individu dépendrait de la région du cerveau qu'il utilise le plus. C'est faux, puisqu'on utilise en gros les deux hémisphères de notre cerveau de la même façon. Oui, en situation normale, c'est toujours comme ça. La médicalisation de la société est un drame méconnu. Et pour donner un chiffre, aux États-Unis, où les statistiques sont très bien tenues, qui tue 500 000 personnes par année? Le cancer. Qui tue 600 000 personnes par année? Les maladies cardiovasculaires. Qui tue 700 000 personnes par année? La médecine. La médecine moderne est devenue un fléau pire que les maladies du passé. On est dans un monde hallucinant. Vous connaissez la phrase de Coluche? N'allez jamais à l'hôpital, parce qu'on y meurt 10 fois plus que dans son lit. N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt plus que chez soi. Ce qui est vrai. Mais ça, c'est une corrélation, c'est pas une causalité. C'est pas parce que vous allez à l'hôpital que vous mourrez. Si vous mourrez, c'est parce que vous êtes malade, et étant malade, vous allez à l'hôpital. De la même façon, c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles. D'accord ? Or, notre esprit a tendance à lire comme une conséquence ce qui apparaît temporellement comme une séquence. Il y a un premier événement, puis un second, et notre esprit, c'est ce que disait Meyerson, va avoir tendance à lire le second événement comme la conséquence du premier. Parce qu'un guérisseur, une guérisseuse, avant d'être quelqu'un qui utilise des techniques, quelles qu'elles soient, c'est quelqu'un qui doit pouvoir sentir chez l'autre sa peur, sa colère, sa tristesse, prendre et lâcher pour lui. Oui, si vous allez chez un chaman, j'ai mal au foie,
Il ne va pas commencer par s'occuper du foie physique. S'il voit que votre foie est bloqué parce qu'il y a plein de colère qui ne passe pas, il va peut-être prendre son tambour et se mettre à courir autour de vous en hurlant. Donc ça va donner quelque chose qui, pour un médecin occidental, semble incroyable. Le chaman va courir autour de vous en disant « Héla, héla, héla !» Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle « Il est fou !» Il a mal au foie et l'autre crie comme ça. Non, la logique du chaman, c'est que comme il sent votre colère, vous ne pouvez pas la lâcher, il la danse pour vous. Et au bout d'un moment, vous vous sentez mieux. Alors, au lieu de sa fonction de médiateur, le chaman exerce celle de guérisseur. Il est devenu le medicine man amérindien, le même. C'est-à-dire un chaman abîmé. Ce ne sont pas des chamans, les Amérindiens. Ceux qu'on appelle sur Arte ou sur je sais pas quoi, ou sur la 5 ou la 3, des chamans amérindiens, c'est une bonne blague. Pour les Inuits, le terme de mouchoum est un titre respectueux, à mériter. Et s'il y a un mouchoum à Match-de-Yatch, c'est bien Claude Boivin. Est-ce que vous vous dites chaman ou homme médecine? Non. Comment ça? Moi, je me dis porteur d'objets sacrés. On a la connaissance des objets sacrés. Et puis, comme le mot chaman, ben, ça vient de la Sibérie. Oui. Les Autochtones qui sont là-bas, eux, ça vient de là, ce mot-là, chaman. Mais même les anciens, là, qui ont 80, 90 ans, est-ce qu'ils utilisent le terme chaman? Non. Est-ce qu'ils utilisent homme médecine? Homme médecine, ouais, en français. Nous, on va sûrement dire porteur d'objets sacrés. J'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. C'est une forme de psychothérapie, mais qu'on fait en voyage chamanique. Et quand les gens remontent dans leur passé, ils découvrent des choses extraordinaires. Ils découvrent l'enfant qu'ils ont été, qui a renoncé à vivre. On dit, bon, ben, à 10 ans, on dit, ouais, je peux plus être un enfant, il faut que je sois sérieux. Et on n'est plus un enfant. Et du coup, on souffre. C'est comme si on congelait l'enfant. Et le rôle de la psychothérapie spirituelle, c'est de guérir les blessures du passé. Parce que, au fil de notre enfance ou de nos vies antérieures, nous avons connu des situations dans lesquelles des émotions étaient bloquées. Par exemple, si nous avons une peur terrible, comme la peur de mourir, nous risquons de mourir paralysés par la peur. Et une partie de nous, pas la totalité, un personnage intérieur, ce qu'on appelle nous une sous-personnalité psychoactive ou SPPA, reste bloqué dans notre inconscient. Parce qu'il est évident, quand on étudie un peu la question, que nous avons plus qu'une vie. C'est le seul moyen de répondre à des tas de questions. Pourquoi est-ce que Mozart savait déjà faire de la musique à 3-4 ans? Mais parce qu'il avait déjà été musicien. C'est la maladie qui nous oblige à les libérer, cette guérisseuse. Parce que nous avons besoin d'elle pour nous guérir. Nous avons besoin que ces personnages bloqués dans l'inconscient, une fois qu'on les a fait monter dans la lumière, on récupère leur talent. Et pour se guérir, nous avons besoin de notre guérisseur, notre guérisseuse intérieure. J'ai eu la chance, quand j'avais démarré la Fondation Soleil, c'est une fondation qui a eu un certain succès à une époque. J'avais même 50 employés, 12 bâtiments, enfin bref, on a eu du succès. Parce qu'on amenait une vision de complémentarité. Par exemple, dans nos bibliothèques, il y avait toutes les méthodes présentes. On n'excluait rien. On ne disait pas, ah non, ça c'est bon, ça c'est mauvais. En disant, voilà le choix, regardez. J'ai même des livres sur la scientologie. Les gens m'ont dit, quoi, la scientologie? J'ai dit, oui, ça existe. Donc, je vous informe. Mon rôle, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est ce que font les gourous. Mon rôle, c'est de vous dire, voilà le choix. Vous allez choisir ce qui vous correspond. Si vous n'avez pas eu l'éducation d'aller vers la lumière, qu'est-ce que font des gens qui, comme ça, meurent sans avoir bien compris ce qui se passe, dans un accident, etc., ou dans une overdose de quelque chose? Eh bien, ils cherchent désespérément à revenir vers la terre, et ils cherchent un corps à prendre. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils trouvent une jeune fille qui a fumé un joint de trop, quelqu'un qui est un peu ouvert, ou qui a justement des capacités de médium ou de chaman, mais pas encore bien gérées? Eh bien, ils s'engouffrent à l'intérieur, et la personne devient folle. Ah! Et qu'est-ce qu'on fait dans notre société matérialiste? Eh bien, on prend ces gens et on les enferme dans un asile et on les bourre de chimie pendant 30 ans.
Il y a d'autres choses qui vous gênaient? Oui, je ne pouvais plus manier mes doigts, remuer mes doigts, et puis j'étais comme blindée, comme figée sur place. C'est-à-dire? Eh bien, quand je me détournais d'un seul bloc. Impossible de coordonner mes gestes et mes mouvements ensemble. C'est comme si votre corps avait été changé? Oui, j'avais l'impression d'un dédoublement de moi. J'étais très mal dans ma peau et j'avais l'impression de me dédoubler vraiment. Quand j'allais au travail, je me dédoublais. Qu'est-ce que vous appelez vous dédoubler? Me dédoubler, se sentir deux personnes différentes entre le travail et la maison. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. I see. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Why? I don't know. You I enjoyed? feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. Can I speak with Jane? Sure. Jane? It is real exciting, Dr. Dickman. You enjoyed the trip over? Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Combien parmi nous, parmi vous, pensent que vouloir vivre humain, vouloir vivre en humain, c'est d'abord accepter notre finitude, nous réconcilier avec nos limites et même les revendiquer, qu'elles concernent la naissance, la souffrance et la mort. Voilà un être humain dans sa réalité réelle. C'est qu'il a un corps de matière, certes, mais il a aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps de lumière. Donc, cette notion permet tout de suite de se délivrer de la peur de mourir. Parce que qui peut mourir? Seulement le corps physique. Mais quand vous mourrez, vous êtes exactement comme d'habitude dans votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel. Et seul le corps physique peut mourir. Nous le rendons à la terre quand nous mourrons, mais notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel sont totalement immortels. Ils vivent à jamais. Nous ne sommes pas des êtres de matière destinés à mourir un jour. Ça, c'est une vision très limitée, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Mais c'est une vision qui fait froid dans le dos parce qu'on vit dans la peur. On a tout le temps peur de mourir. Alors que la réalité, c'est que nous sommes au départ des êtres de lumière qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Comprendre ça, ça libère d'un poids. Parce que seul notre corps physique peut mourir. Mais notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel, qui sont des corps vibratoires, des fréquences, ne peuvent pas être détruits. Et du coup, ça donne une autre vision de la vie. Et toutes les philosophies anciennes, les sagesses, et maintenant la science moderne, tout le monde est d'accord, la mort n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de l'école, et c'est rentrer à la maison. Comme le disait Bergson, le néant ou l'idée de néant est une idée qui est destructrice d'elle-même. Autrement dit, on ne peut penser le néant et le concevoir que si on n'y pense pas. Et c'est ça qui rend la mort impensable, si on l'assimile au néant. Et donc, on ne peut la penser que si on la distingue du néant, c'est-à-dire si on imagine qu'elle se produit dans un contexte qui, lui, ne meurt pas. Par exemple, quand je meurs, mes atomes ne meurent pas. Ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont jamais été vivants. Ils peuvent se recombiner ailleurs, mais il y a quelque chose qui perdure. Et on ne peut penser la mort qu'en imaginant que quelque chose autour de cette mort ou avec cette mort ne disparaît pas. Je vois les esprits, je vois les morts, je vois combien chaque personne est entourée par des anges, des guides spirituels, par des parents spirituels.
Mais ne poussons pas les gens pour autant à mourir. Éduquons-les plutôt à vivre ce qu'ils vivront dans l'au-delà, ici sur Terre, ici et maintenant. Et ce qu'on vit dans l'au-delà, c'est de se déployer dans sa conscience, de créer, de s'amuser, d'aller dans l'émerveillement, de tendre les mains, d'ouvrir son cœur, d'appeler, de faire des déclarations d'amour à tous les guides, à tous les anges, les esprits. Quelque chose qui m'a vraiment dérangé, je vais être franc avec vous, vous parlez que toute mort est en quelque sorte un suicide. C'est une drôle de façon de définir le suicide, c'est une redéfinition. Pourquoi vous dites ça ? Parce que simplement, la mort correspond à des personnages en nous que nous ne laissons pas vivre. Et c'est pour ça que la vie n'est pas simple, parce qu'il faut arriver à ce qu'on crée l'harmonie entre tous ces personnages. Si vous ne donnez que de la place à quelques-uns et les autres sont étouffés, ce sont les personnages étouffés dans la cave qui vous rendent malade et qui, s'il y en a trop qui ne peuvent pas vivre, ils choisissent la mort. C'est pour ça que toute mort est un suicide, en réalité. Je suis un être immortel, éternel et sans limite. S'agissant d'expliquer la vie, donc la mort, est-ce que les lois physiques suffisent ou pas ? Autrement dit, est-ce que la vie est une propriété émergente, comme je l'ai dit ? Ou est-ce que, dans la biologie, il y a des lois, pas forcément connues, qui bénéficieraient d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique ? Pour le dire encore autrement, est-ce que les lois biologiques sont une expression des lois physiques dans des contextes particuliers ? Ou est-ce que les lois biologiques sont des lois qui s'ajoutent aux lois physiques sans leur devoir rien de leur propre structure ? Nous enseignons ça avec mon époux Jean Razanamai, nous enseignons tous les deux, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous enseignons que tout le monde peut devenir chaman. Regardez, un simple geste peut vous changer la vie. C'est le geste de faire des marionnettes. Dès que vous faites ce simple geste avec les deux mains, automatiquement, votre cerveau droit s'ouvre et la tragédie devient comédie. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ça se voit sur Internet. Ceux qui ont des croyances sont beaucoup plus prosélytes et beaucoup plus militants que ceux qui ont des connaissances. Comment, par exemple, cet appareil me rend bête ? Nous rend bête. Ou la télévision, ou tant d'autres. Tous les appareils, en réalité, nous rendent bêtes. Ce que décrivent Adam Smith, Karl Marx, mais aussi Simone Weil, lorsqu'elle travaille
chez Alstom comme ouvrière à la chaîne. C'est une stupidité et une bêtise induite par la prolétarisation du travailleur qui fait que son savoir étant passé dans la machine, il est devenu l'esclave de la machine et non plus le praticien de cette machine. Il est pratiqué par la machine, mais lui ne la pratique plus, il la sert. Ce que disait Günther Anders, c'est on n'évalue pas une idéologie aux réponses qu'elle apporte, mais aux questions qu'elle évacue.